J'ai acheté une maison sans le dire à mes parents puis j'ai découvert qu'ils avaient copié ma clé, sont apparus pendant que j'étais au travail, et ont amené un serrurier lorsque celle-ci n'a plus fonctionné. Je m'appelle Pam et j'ai 32 ans. Après des années à économiser chaque centime de mon travail d'ingénieur logiciel, j'ai enfin acheté la maison de mes rêves le mois dernier. Le sentiment d'avoir mon propre espace après des années de loyer hors de prix était indescriptible. J'ai décidé de ne pas en parler immédiatement à mes parents, car ils ont l'habitude de s'immiscer dans chacune de mes décisions. Je ne savais pas que garder ce secret conduirait un jour à découvrir que la serrure de ma porte d'entrée avait été complètement changée après le travail. Faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous et préparez-vous à un drame familial qui pourrait sembler familier à beaucoup d'entre vous. Au cours des 5 dernières années, j'ai travaillé comme ingénieur logiciel dans une grande entreprise technologique à Chicago. Le travail est bien rémunéré, mais vivre en ville est cher, et économiser pour un acompte de maison semblait parfois un rêve impossible. J'ai réduit toutes mes dépenses, des cafés aux vacances. Mes collègues partaient vers des destinations tropicales pendant que je restais à la maison à construire mon compte d'épargne, un salaire à la fois. J'ai vécu dans un minuscule studio avec à peine assez de place pour un lit et un bureau, partageant une salle de bain avec 3 autres unités à mon étage. Le sacrifice en valait la peine car j'avais un objectif clair, l'indépendance financière par la propriété immobilière. Ma relation avec ma famille a toujours été compliquée. Je les aime, mais il existe une dynamique qui existe depuis l'enfance et dont je n'ai jamais pu me défaire. Mes parents, Richard et Nancy, ont toujours favorisé ma sœur aînée, Olivia. Elle était l'enfant doré qui ne pouvait rien faire de mal, tandis que j'étais celle qui n'entrait pas dans le moule, celle qui n'a jamais vraiment répondu à leurs attentes. Olivia s'est mariée jeune avec Frank, a eu 3 enfants et s'est installée dans la vie de famille parfaite à l'image que mes parents ont toujours souhaité. Pendant ce temps, je me suis concentré sur mes études et mes choix de carrière que mes parents n'ont jamais pleinement soutenus. Olivia et Frank ont toujours vécu au-delà de leurs moyens. Leur maison trop grande, leur voiture trop chère et leurs vacances trop somptueuses. Frank travaille dans la vente avec un revenu imprévisible, tandis qu'Olivia est restée à la maison depuis la naissance de leur premier enfant. Malgré leur instabilité financière, mes parents ont toujours été là pour les renflouer, ce qu'ils n'ont jamais fait pour moi quand j'ai lutté pendant mes études universitaires ou lorsque j'ai été licencié au début de ma carrière. Le schéma d'ingérence parentale dans ma vie est long et frustrant. Lorsque j'ai reçu une bourse pour le MIT en informatique, mes parents ont insisté pour que j'aie plutôt l'université d'État locale pour rester près de chez eux. Lorsque j'ai fréquenté Jacob, un homme merveilleux qui était divorcé avec un enfant, mes parents ont rendu leur désapprobation si claire que cela a finalement contribué à notre rupture. Lorsque l'on m'a proposé un emploi à Seattle dans une entreprise technologique prestigieuse, ils m'ont culpabilisé pour le refuser afin de rester à Chicago, affirmant que ma grand-mère âgée avait besoin de ma présence à proximité, pour ne la rendre visite que rarement moi-même. Alors, quand j'ai enfin économisé assez pour un acompte et commencé à chercher une maison, j'ai pris la décision consciente de garder cela pour moi. Pas d'avis, pas de critique, pas de tentative pour m'orienter vers une maison près d'eux ou loin des quartiers qu'ils jugeaient dangereux ou inappropriés. Ce serait ma décision et la mienne seule. Le processus de recherche de maison était épuisant mais exaltant. J'ai passé 3 mois à visiter des propriétés chaque week-end, à rechercher des quartiers et à calculer les taux hypothécaires. Puis, un samedi, ma conseillère immobilière, Julia, m'a montré une charmante maison classique de 2 étages dans un quartier ancien et établi. Dès que j'ai franchi la porte d'entrée, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant dans aucune autre propriété, un sentiment d'appartenance. La maison a été construite dans les années 1920 avec des parquets dans toutes les pièces, de grandes fenêtres qui laissaient entrer une belle lumière naturelle et un petit coin lecture sous l'escalier qui semblait conçu juste pour moi. La cuisine avait été rénovée mais conservait des éléments vintage comme l'évier de ferme d'origine. À l'étage, il y avait 3 chambres, y compris une suite parentale avec une baignoire sur pied dans la salle de bain attenante. Le jardin était petit mais parfait avec un vieux chêne offrant de l'ombre pour un coin patio. Le prix demandé était au sommet de mon budget, mais j'ai tout de suite su que c'était ma maison. J'ai soumis une offre le même jour, et après quelques négociations, elle a été acceptée. L'inspection s'est bien déroulée, ne révélant que des problèmes mineurs qui pouvaient être facilement résolus. Le processus d'approbation du prêt hypothécaire était stressant, mais mon excellent score de crédit et mon historique d'emploi stable ont joué en ma faveur. Le jour où j'ai signé les papiers finaux et reçu les clés a été l'un des moments dont je suis le plus fier dans ma vie. Je l'avais fait entièrement par moi-même, sans aide financière de qui que ce soit.
La conseillère immobilière m'a félicité chaleureusement, disant qu'il était rafraîchissant de voir une jeune femme célibataire faire un pas aussi important vers la constitution d'un patrimoine et d'une stabilité. Alors que je conduisais vers ma nouvelle maison cet après-midi-là, les clés en main, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement qui m'était purement propre, intouché par les opinions ou l'ingérence familiale. Rétrospectivement, je me demande parfois si les choses se seraient passées différemment si j'avais partagé mon parcours de recherche de maison avec mes parents dès le début. Mais à ce moment-là, tout ce que je ressentais était la douce satisfaction d'avoir pris cette énorme décision de vie de manière indépendante et l'excitation de commencer un nouveau chapitre dans mon propre espace. Le jour du déménagement est arrivé un samedi ensoleillé d'avril. J'avais engagé une petite entreprise de déménagement pour transporter mes meubles limités, mais la plupart de mes biens rentraient dans le coffre de ma voiture. Après des années de vie dans des appartements exigus, je n'avais pas grand-chose de plus que des vêtements, des livres et de l'électronique. Les déménageurs étaient efficaces, et à midi, tout était à l'intérieur de ma nouvelle maison. Je les ai généreusement récompensés, puis je me suis tenu seul dans mon salon, entouré de cartons et des possibilités infinies de l'espace vide. Cette première nuit dans la maison fut magique. J'ai commandé une pizza, ouvert une bouteille de vin et me suis assise par terre dans mon salon vide, faisant des listes de meubles que je voulais acheter et de projets que je voulais entreprendre. La maison craquait et se tassait autour de moi, chaque son un rappel bienvenu que ces murs étaient les miens. J'ai dormi sur un matelas par terre dans la chambre principale, mais c'était le meilleur sommeil que j'ai eu depuis des années. Au cours des semaines suivantes, j'ai consacré tout mon temps libre à faire de cette maison un foyer. J'ai peint le salon d'un verso chaud, installé des étagères dans le coin lecture et me suis offert un canapé sectionnel confortable qui remplissait parfaitement l'espace. J'ai écumé les friperies et les ventes de succession pour trouver des pièces uniques avec du caractère, remplissant lentement chaque pièce d'objet qui me parlait. La table de la salle à manger provenait d'un couple âgé qui réduisait ses meubles après 50 ans de mariage. Le bureau vintage dans mon bureau appartenait à un professeur d'anglais retraité. Chaque pièce avait une histoire, ajoutant des couches d'histoire à mon nouveau départ. C'est lors de ma deuxième semaine dans la maison que j'ai rencontré Eleanor, ma voisine de droite. Elle avait dans les 70 ans, une bibliothécaire à la retraite qui vivait dans sa maison depuis plus de 40 ans. Elle m'a apporté une tarte aux myrtilles faite maison et m'a souhaité la bienvenue dans le quartier. Je regarde les anciens propriétaires aller et venir, m'a-t-elle dit pendant que nous étions assises sur le porche de ma maison. Cette maison a de bonnes fondations et une bonne énergie. Je peux vous dire que nous serons heureux ici. Eleanor était une mine d'informations sur le quartier. Elle m'a indiqué quels voisins étaient amicaux et lesquels restaient discrets. Elle m'a prévenu à propos du facteur capricieux et m'a recommandé les meilleurs magasins et restaurants locaux. En partant, elle a mentionné quelque chose en passant à laquelle je n'ai pas beaucoup réfléchi à l'époque. Cette maison me rappelle l'ancien endroit des Peterson, sur Maple Street. Même style architectural. Ont-elles été construites par la même entreprise, je me demande? J'ai haussé les épaules, ne sachant rien de l'histoire de la maison au-delà des documents de divulgation. J'ai pris note mentalement de faire des recherches à un moment donné, puis j'ai rapidement oublié en me concentrant sur le travail et en m'installant. Dès le 3e week-end, je me suis senti prête à inviter mes amis les plus proches pour une pendaison de crémaillère. Maya, ma meilleure amie depuis l'université, est arrivée la première avec une plante en pot et une bouteille de champagne. Zoé et son mari Tyler ont apporté un panier cadeau d'essentiels de cuisine. Ethan, mon ami, du travail a contribué à un système de maison intelligente qu'il a insisté pour installer immédiatement. La soirée a été remplie de rires, de tours des pièces et de discussions interminables sur les couleurs de peinture et l'emplacement des meubles. Alors que nous étions assis autour de ma nouvelle table de salle à manger à déguster des plats à emporter et du vin, Maya a posé la question que je redoutais. Alors, quand tes parents viennent-ils voir l'endroit? Je parie qu'ils seront si fiers de toi. La table s'est tue alors que tout le monde me regardait avec attente. J'ai pris une longue gorgée de vin avant de répondre. Ils ne le savent pas encore. Zoé a failli s'étouffer avec sa boisson. Qu'est-ce que tu veux dire, ils ne le savent pas? Pam, tu as acheté une maison. C'est une énorme nouvelle. J'ai expliqué mon raisonnement, détaillant l'historique de l'ingérence et des critiques qui m'avaient amené à prendre cette décision en privé. Mes amis ont écouté, certains hochant la tête en signe de compréhension, d'autres semblant sceptiques. Je comprends, a dit Tyler. Mes parents sont pareils. Ils auraient eu des opinions sur tout, du quartier à l'âge du toit. Mais garder le secret indéfiniment semble extrême, a rétorqué Ethan.
Ils vont finir par le découvrir et ne sera-t-il pas pire plus vous attendez. Maya, qui avait rencontré mes parents plusieurs fois et avait été témoin de leur dynamique, m'a attiré de côté plus tard dans la cuisine. Je comprends pourquoi tu as fait ça, a-t-elle dit doucement. Mais les secrets ont tendance à créer des problèmes plus importants que ceux qu'ils essaient d'éviter. Plus vous attendez, plus ils seront blessés que vous leur ayez caché cela. Je sais, j'ai admis. Je veux juste profiter de cette réussite selon mes propres termes pendant un moment. Je leur dirai quand le moment sera venu. Ne tarde pas trop, l'a-t-elle prévenu. Le bon moment a tendance à ne jamais arriver. Après le départ de mes amis, je me suis assise seule sur le fauteuil à bascule de mon Porsche, contemplant les conseils de Maya. Une partie de moi savait qu'elle avait raison, mais une autre partie savourait encore la liberté d'avoir cet espace qui était entièrement le mien, non façonné par les opinions familiales. J'ai décidé de me donner encore un mois pour m'installer avant d'annoncer la nouvelle. Les semaines suivantes furent parmi les plus heureuses de ma vie d'adulte. J'ai établi des routines dans ma nouvelle maison, café dans le jardin le matin, travail depuis mon bureau à domicile 2 jours par semaine, exploration du quartier lors de promenades en soirée. Je me suis inscrite au jardin communautaire local et à un cours de restauration de meubles au centre communautaire. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti un contrôle total sur mon environnement et mes choix. Mais il y a eu des moments qui m'ont fait hésiter. 2 fois, j'ai remarqué une voiture inconnue garée en face de la rue, partie avant que je puisse bien voir le conducteur. Une fois, j'ai eu le sentiment distinct d'être observé en déchargeant mes courses de ma voiture. J'ai rejeté cela comme la paranoïa normale d'une femme vivant seule pour la première fois, mais j'ai installé des éclairages à détecteur de mouvement autour de la propriété, juste au cas où. Rétrospectivement, j'aurais dû reconnaître cela comme les premiers signes avant-coureurs que mon indépendance soigneusement construite était sur le point d'être contestée d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Environ un mois après mon emménagement, je taillais les rosiers dans ma cour avant quand Eleanor est venue avec un thermos de thé glacé. Nous nous sommes assises sur les marches du porche à regarder les enfants du quartier faire du vélo dans la rue. Je regardais de vieux albums photos hier, a dit Eleanor en versant du thé dans des tasses en papier. Et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Une photo des années 70 de tout le quartier lors d'une fête de rue. Votre maison est en arrière-plan. Elle m'a tendu une photographie couleur décolorée. Je pouvais effectivement voir ma maison, ressemblant beaucoup à ce qu'elle était maintenant, bien qu'avec des volets de couleurs différentes. Les Miller la possédaient alors, a-t-elle poursuivi. Un couple charmant. Avant eux, c'étaient les Johnson, et avant cela, je crois qu'elle appartenait à une famille nommée Anderson. Des parents à vous, peut-être? J'ai levé les yeux brusquement. Pourquoi penser qu'ils étaient mes parents? Eleanor sembla surprise par ma réaction. Oh, j'ai juste supposé que vous pourriez connaître le lien. Votre agent immobilier a mentionné quelque chose sur le fait que la maison était restée dans la famille lorsqu'elle est passée pour laisser des documents après votre déménagement. J'ai pensé que c'était pour cela que vous aviez choisi cette maison. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Quelque chose sur la façon dont c'était bien que la maison soit revenue à la famille d'origine. Je n'y ai pas pensé, a-t-elle conclu. Eleanor a étudié mon visage. Vous ne le saviez pas, n'est-ce pas? J'ai hoché lentement la tête, mon esprit s'emballant. Pourrait-il s'agir d'une coïncidence? Anderson était un nom de famille assez courant. Mais quelque chose dans cette révélation me troublait profondément. Après le départ d'Eleanor, j'ai appelé ma mère sous prétexte de rattraper le temps perdu. Nos conversations étaient généralement des affaires tendues où elle parlait des enfants d'Olivia et des potins locaux tandis que je partageais des versions soigneusement éditées de ma vie professionnelle. Cette fois, j'ai prudemment orienté la conversation vers l'histoire familiale. Maman, je pensais à grand-mère Rose récemment. Avaient-elle et grand-père Anderson vécu en ville ou toujours à la campagne? Il y eut une brève pause avant que ma mère ne réponde. Ils avaient un endroit en ville quand ils se sont mariés pour la première fois, quelque part dans le nord. Pourquoi demandes-tu? Juste curieuse. Je me promenais dans un vieux quartier récemment et je me demandais s'ils y avaient peut-être vécu. Quel quartier? Sa voix avait maintenant une pointe d'acuité. Westridge Gardens, j'ai dit, nommant mon nouveau quartier. Le silence qui a suivi a duré si longtemps que j'ai cru que nous avions perdu la connexion. Maman, es-tu là? Oui. Sa voix était tendue. Pam, y a-t-il quelque chose que tu doives nous dire? Ton père et moi venons de parler du fait que nous n'avons pas vu ton appartement depuis plus d'1 an. Rien de précis,
ai-je dit rapidement. Je me remémore juste. Eh bien, en parlant de logement, a-t-elle poursuivi, son ton s'éclaircissant artificiellement. Olivia et Frank cherchent un nouvel endroit. Frank a perdu son emploi le mois dernier et ils doivent réduire leurs dépenses. Ton père et moi les aidons à chercher. Nous avons peut-être trouvé quelque chose de parfait, en fait. Une charmante maison ancienne avec suffisamment de chambres pour les enfants. Mon estomac s'est serré. C'est gentil de votre part de les aider. La famille est de la famille, Pam. L'implication que j'avais d'une manière ou d'une autre échoué à cet égard est restée dans l'air entre nous. En tout cas, quand viens-tu dîner? Ça fait des semaines qu'on ne t'a pas vu. J'ai inventé une vague excuse concernant l'excès de travail et j'ai mis fin à l'appel aussi rapidement que possible. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a bipé avec un SMS d'Olivia. Maman dit que tu posais des questions sur la vieille maison de grand-mère. Étrange coïncidence. Nous cherchons en fait des maisons dans ce quartier. Où vis-tu ces jours-ci? Toujours dans ce minuscule studio. Je n'ai pas répondu. Mon esprit maintenant entièrement occupé par le lien possible entre ma nouvelle maison et mon histoire familiale. Ce soir-là, j'ai fouillé dans les documents de clôture de mon achat de maison, à la recherche de tout indice. La chaîne de titres montrait 6 propriétaires précédents remontant aux années 1950, aucun avec mon nom de famille. Mais qu'en est-il d'avant? Je me suis souvenu d'une grande tante éloignée du côté de ma mère, Jane, qui était l'historienne de la famille. Nous n'avions jamais été proches, mais elle m'avait toujours envoyé des cartes d'anniversaire et des cadeaux de remise de diplôme. Elle vivait maintenant en Floride, s'y étant retirée il y a des années. J'ai trouvé son numéro et l'ai appelé, expliquant que je travaillais sur un projet personnel d'histoire familiale. Tante Jane, grand-mère et grand-père Anderson ont-ils jamais possédé une maison à Westridge Gardens, rue Sycamore, plus précisément? Il y eut une longue pause avant que Jane ne réponde. Comment as-tu découvert cette maison, Pam? Mon cœur a coulé. Alors, c'est vrai qu'il la possédait. Oui, il la possédait. C'était leur première maison après leur mariage en 1948. Ils y ont vécu jusqu'en 1965, date à laquelle ils ont déménagé en banlieue pour de meilleures écoles, quand ta mère avait environ 10 ans. Et qu'est-il arrivé à la maison alors? Ils l'ont gardée comme bien locatif pendant de nombreuses années. Lorsque ton grand-père est décédé en 1988, il l'a laissée à ta mère et à son frère, ton oncle David, avec l'accord qu'elle resterait dans la famille pour les générations futures. Mais il y a environ 15 ans, lorsque le marché immobilier était en plein essor, ils ont décidé de la vendre. Ton oncle avait besoin d'argent pour son entreprise, et tes parents voulaient aider Olivia à acheter sa première maison. Les pièces commençaient à s'assembler, créant une image que je ne voulais pas voir. Alors, ils ont vendu un héritage familial pour aider Olivia. Je n'ai pas pu cacher l'amertume dans ma voix. Ce fut une décision difficile, a dit Jane diplomatiquement. Ton grand-père aurait été déçu. Il parlait toujours de garder cette maison dans la famille pendant des générations. Mais les temps changent et les gens font des choix basés sur leurs besoins immédiats. Après avoir remercié Jane pour les informations, je me suis assise dans mon salon, regardant autour de moi avec de nouveaux yeux. Cette maison avait été dans ma famille, destinée à rester dans la famille, mais avait été vendue pour aider ma sœur. Et maintenant, par pure coïncidence, je l'avais rachetée sans même connaître son importance. L'ironie était presque parfaite. J'avais acheté ma première maison en secret pour éviter l'ingérence familiale, pour découvrir que j'avais inconsciemment récupéré un morceau de l'histoire familiale qui avait été sacrifié au profit de ma sœur. Alors que cette prise de conscience s'installait, j'ai commencé à comprendre que ma victoire privée allait devenir la pièce maîtresse d'un drame familial que je n'avais jamais anticipé. 3 jours après ma conversation avec tante Jane, je suis rentré du travail plus tard que d'habitude, ayant assisté à un dîner d'équipe. Il était presque 21h quand j'ai déverrouillé ma porte d'entrée et que je suis entré. Immédiatement, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Rien n'était visiblement dérangé, mais de petits détails ont attiré mon attention, une chaise de salle à manger légèrement désalignée, le coussin décoratif sur le canapé réarrangé, et surtout, une tasse à café inconnue dans mon évier de cuisine. Quelqu'un était entré chez moi. Mon premier réflexe a été d'appeler la police. Mais en attrapant mon téléphone, je me suis souvenu du système de sécurité qu'Ethan avait installé lors de la pendaison de crémaillère. Il comprenait des caméras intérieures dans les principaux espaces de vie, activées par la détection de mouvement. Les mains tremblantes, j'ai ouvert l'application sur mon téléphone et j'ai vérifié les images du début de la journée.
Ce que j'ai vu m'a donné un frisson de peur. À 14h15, une voiture s'est garée dans mon allée. Mes parents sont sortis, suivis de ma sœur Olivia. Ils se sont approchés de la porte d'entrée et ma mère a sorti une clé qu'elle a insérée dans la serrure. Quand elle n'a pas réussi à la faire tourner, elle a essayé à nouveau, puis a secoué le poignet de la porte par frustration. Ils se sont penchés en conversation sur le porche avant de retourner à leur voiture et de s'en aller. Le clip suivant, horodaté 15h45, les a montrés revenant, cette fois avec une quatrième personne que je ne reconnaissais pas. Cet homme portait une petite mallette d'outils, un serrurier. J'ai regardé avec incrédulité pendant qu'il lui parlait, faisant des gestes vers la porte. Le serrurier a examiné la serrure, a secoué la tête et a semblé poser des questions. Mon père lui a montré quelque chose, vraisemblablement des papiers. Finalement, le serrurier a remballé ses outils et est parti sans changer la serrure, tandis que ma famille se tenait sur le porche, l'air frustré. Le dernier clip les a montrés revenant une fois de plus à 16h30. Cette fois, ma mère avait une autre clé, différente de la première. Quand celle-ci n'a pas non plus fonctionné, mon père a regardé directement la sonnette où l'une des caméras était cachée. Son visage a montré la surprise, puis l'inquiétude. Ils sont partis rapidement après cela. Je me suis assise sur mon canapé, tremblante de rage et d'incrédulité. Ma famille avait essayé d'entrer chez moi sans permission, pas une fois, mais 3 fois en une seule journée. Ils avaient apporté un serrurier pour changer mes serrures. La violation était si extrême qu'elle semblait irréelle. J'ai appelé Maya immédiatement. Ils ont fait quoi? S'est-elle exclamée après que j'ai expliqué ce qui s'était passé. C'est une effraction, Pam. Ou du moins une tentative d'effraction. Je ne comprends pas comment ils ont même su que c'était ma maison, ai-je dit. Je ne leur ai jamais dit que j'avais acheté un endroit, encore moins cette maison en particulier. Ton agent immobilier aurait-elle pu dire quelque chose, ou un voisin? Peut-être. Mais comment ont-ils eu une clé? C'est ce qui me fait vraiment peur. Tu dois les confronter, a dit Maya fermement. C'est plus qu'inapproprié. C'est illégal. Je sais. Je n'arrive tout simplement pas à croire qu'ils feraient ça. Appelle-les tout de suite. Mets-le sur haut-parleur. Je veux entendre leur explication. Avec Maya toujours en ligne, j'ai appelé le téléphone fixe de mes parents. Mon père a répondu à la deuxième sonnerie. Pam, tout va bien? Tu n'appelles jamais si tard. Non, tout ne va pas bien, ai-je dit, essayant de garder ma voix stable. Je sais que vous êtes venu chez moi aujourd'hui. Je sais que vous avez essayé d'entrer avec une clé. Et quand ça n'a pas marché, vous avez amené un serrurier. Je veux une explication tout de suite. Il y a eu un long silence suivi de voix étouffées alors que mon père informait probablement ma mère de l'appel. Pamela, la voix de ma mère est arrivée à l'appareil. Elle n'utilisait mon nom complet que lorsqu'elle était en colère ou sur la défensive. Nous allions t'appeler demain. Nous ne savions pas que tu avais changé les serrures. Changé. Maman. Comment savez-vous même où j'habite? Comment avez-vous eu une clé de ma maison en premier lieu? Nous connaissons la maison depuis des semaines, a-t-elle dit, comme si cela devait être évident. Julia est la belle-fille de ma cousine. Quand elle nous a dit que tu achetais la maison Anderson, nous n'en croyions pas nos oreilles. Mon agent immobilier. Bien sûr, Julia n'avait jamais mentionné de lien avec ma famille, mais rétrospectivement, elle avait posé des questions inhabituellement détaillées sur mes antécédents lors de notre première rencontre. Cela n'explique toujours pas pourquoi vous pensiez qu'il était acceptable d'entrer chez moi sans permission, ai-je dit. Ou pourquoi vous avez amené un serrurier. Mon père a repris le téléphone. Maintenant Pam, ne sois pas dramatique. Nous n'étions pas en train d'enfreindre la loi. Cette maison appartenait à tes grands-parents. Nous venions simplement discuter de la situation avec toi. Quelle situation? Et pourquoi ne pas m'appeler d'abord? Nous avons essayé, a crié ma mère en arrière-plan. Tu ne réponds jamais. Ce n'est pas vrai, et vous le savez. Je vous ai parlé la semaine dernière, et vous n'avez jamais rien mentionné sur le fait de vouloir acheter cette maison. Nous étions en train de régler les détails, a dit mon père. Nous ne voulions pas monter l'espoir de tout le monde tant que nous n'étions pas sûrs. Et puis tu as dû venir et l'acheter juste sous notre nez, a ajouté Franck amèrement. Je ne l'ai pas acheté sous votre nez, j'ai protesté. Je n'avais aucune idée de tout cela. Je suis tombée amoureuse de la maison et je l'ai achetée. Fin de l'histoire.
Eh bien, nous devons régler ça, a dit ma mère, ayant apparemment repris le téléphone. Olivia est dévastée. Les enfants étaient tellement excités d'avoir leur propre chambre dans la nouvelle maison. Régler ça. Il n'y a rien à régler. J'ai acheté cette maison légalement. Elle est à moi. Ne sois pas égoïste, Pam, a hurlé ma mère. Tu es seule. Tu n'as pas besoin d'une maison de 3 chambres. Ta sœur a une famille. Ce n'est pas le problème, j'ai presque crié. Maintenant, tu ne peux pas décider que ma maison appartient à Olivia parce que tu penses qu'elle en a plus besoin. Nous en discuterons en personne, a dit mon père, reprenant le téléphone. Il y a clairement eu un malentendu. Nous passerons demain soir. Avant que je puisse protester, il a raccroché. J'ai regardé mon téléphone avec incrédulité. As-tu tout entendu, ai-je demandé à Maya, qui était restée silencieuse pendant l'échange. Chaque mot, a-t-elle dit. Pam, c'est insensé. Il te traite comme une enfant qui a pris un jouet à sa sœur. C'est ta maison. Tu l'as achetée avec ton propre argent. Ils viennent demain, ai-je dit, me sentant soudainement épuisé. Qu'est-ce que je vais faire? Tu vas tenir bon, a dit Maya fermement. C'est ta maison, pas la leur, pas celle d'Olivia. La tienne. Après avoir raccroché, j'ai parcouru chaque pièce de ma maison, touchant les murs, les meubles, les objets que j'avais soigneusement sélectionnés pour créer mon sanctuaire. Le fait que ma famille ait essayé d'envahir cet espace, qu'elle ait prévu de me le prendre sans même en discuter, m'a rempli d'une résolution que je n'avais jamais ressentie auparavant. Cette maison était la mienne, et je ne laisserai personne, pas même ma famille, me la prendre. Le lendemain au travail, j'ai à peine pu me concentrer. J'ai dit à mon manager que j'avais une urgence familiale et j'ai pris l'après-midi de congé pour me préparer à la confrontation à venir. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté pour acheter des caméras de sécurité supplémentaires pour les zones de la maison qui n'étaient pas couvertes par le système existant. J'ai également appelé un serrurier de mon côté pour changer toutes les serrures extérieures et installer une serrure de sécurité sur la porte de ma chambre, juste au cas où. Exactement à 18h, un monospace s'est garé dans mon allée, suivi de la berline de mes parents. J'ai regardé par la fenêtre alors que non seulement mes parents et Olivia émergeaient, mais aussi Franck et leurs 3 enfants. Ils avaient amené toute la famille, comme s'il s'agissait d'une visite décontractée plutôt que d'une confrontation sérieuse. J'ai ouvert la porte avant qu'ils ne puissent frapper ou, pire, essayer une autre clé. Je ne savais pas que tout le monde venait, ai-je dit, incapable de garder l'agressivité hors de ma voix. Nous pensions que ce serait bien pour toi de voir toute la famille, a répondu ma mère, faisant entrer les enfants sans attendre d'invitation. Pam, tu te souviens de tes nièces et neveux? Emma a 8 ans maintenant. Jake a 6 ans et le petit Michael vient d'avoir 4 ans. Les enfants m'ont dépassé, les yeux écarquillés alors qu'ils examinaient la maison. Emma, la plus âgée, m'a regardé et a dit, maman dit que ce sera notre nouvelle maison. J'ai la chambre avec la banquette près de la fenêtre, n'est-ce pas? J'ai lancé un regard à Olivia, qui a eu la décence d'avoir l'air embarrassé. Emma, nous en avons parlé, a-t-elle murmuré. Rien n'est encore décidé. Asseyons-nous tous et discutons de cela comme des adultes, a dit mon père, se dirigeant vers le salon comme s'il possédait l'endroit. J'ai suivi, enragé mais déterminé à rester calme. Une fois tout le monde installé, ma mère a suggéré que les enfants aillent jouer dans le jardin. Le frère de Franck viendrait bientôt les chercher pour aller manger une glace pendant que les adultes discutaient. Lorsque les enfants furent hors de portée de voix, je me suis tourné vers ma famille. Avant que quiconque ne dise autre chose, je veux que ce soit absolument clair. C'est ma maison. Je l'ai achetée légalement avec mon propre argent. Je n'avais aucune idée de son lien avec notre histoire familiale avant d'emménager. Et je n'avais certainement aucune idée que vous aviez l'intention de l'acheter pour Olivia. Olivia, qui examinait la pièce avec un regard calculateur, a éclaté en sanglots. Ce n'est pas juste, Pam. Tu sais, nous avons lutté depuis que Franck a perdu son emploi. Le propriétaire vend notre location et nous devons partir d'ici la fin du mois. Où sommes-nous censés aller? Franck, un homme grand aux yeux perpétuellement en colère, s'est penché en avant. Ta sœur a 3 enfants, Pam. 3. Pourquoi as-tu besoin de tout cet espace? Juste toi et ton ordinateur portable. Allez. Mes besoins d'espace personnel ne sont pas la question ici, ai-je dit fermement. La question est que vous tous semblez penser que vous avez une revendication sur ma maison,
au point d'essayer d'entrer par effraction et de changer mes serrures. Personne n'a fait d'effraction, a insisté mon père. Nous avons des clés. Ou du moins nous avions des clés avant que tu ne changes les serrures. Comment avez-vous eu des clés? Je ne vous ai jamais donné aucune. Ma mère a détourné le regard, un signe certain qu'elle était sur le point de mentir ou d'omettre quelque chose d'important. Julia avait un double des clés de la visite. Elle pensait que nous pourrions vouloir voir l'endroit compte tenu du lien familial. C'est complètement non professionnel et potentiellement illégal, ai-je dit. Elle vous a donné des clés d'une maison qui ne vous appartenait pas sans la permission du propriétaire. Pourquoi es-tu si difficile à ce sujet, a pleuré Olivia. Nous avons plus besoin de cette maison que toi. Les enfants ont déjà choisi leur chambre. Ils sont tellement excités par le jardin. Tu as dit à tes enfants qu'ils emménageaient dans ma maison sans même m'en parler. D'abord, j'étais incrédule. Nous avons essayé de t'appeler, a répété ma mère. Tu ne réponds jamais. Ce n'est pas vrai, et vous le savez. Je vous ai parlé la semaine dernière, et vous n'avez jamais mentionné vouloir acheter cette maison. Nous étions en train de régler les détails, a dit mon père. Nous ne voulions pas monter l'espoir de tout le monde tant que nous n'étions pas sûrs. Et puis tu as dû venir et l'acheter juste sous notre nez, a ajouté Franck amèrement. Je ne l'ai pas acheté sous votre nez, j'ai protesté. Je n'avais aucune idée que vous étiez intéressé par cette propriété. Aucun de vous ne l'a jamais mentionné. Un silence tendu s'est installé dans la pièce. Puis ma mère s'est penchée en avant, adoptant le ton raisonnable qu'elle utilisait lorsqu'elle se croyait la seule adulte dans une situation. Pam, ma chère, nous comprenons que tu ne savais pas, mais maintenant que tu le sais, tu peux sûrement voir que cette maison a plus de sens pour Olivia et sa famille. Ils ont besoin de l'espace. Toi, non. Alors, que suggérez-vous exactement, ai-je demandé, bien que je connaissais déjà la réponse. Nous avons une proposition, a dit mon père. Tu nous vends la maison au prix auquel tu l'as achetée. Pas de profit, mais pas de perte non plus. Nous couvrirons tous les frais de clôture et les honoraires. Ou, a ajouté Olivia rapidement, si tu ne veux pas vendre, peut-être que nous pourrions tous vivre ici ensemble pendant un moment, juste jusqu'à ce que nous trouvions autre chose. Tu pourrais garder la petite chambre à l'étage, et nous prendrions la suite parentale et l'autre chambre pour les enfants. J'ai regardé avec incrédulité. Vous voulez que j'abandonne la chambre principale de ma propre maison et que je me serre dans la petite chambre pour que vous puissiez y installer toute votre famille. Ce ne serait que temporaire, a dit Franck, bien que son ton suggérait le contraire. 6 mois, peut-être 1 an au maximum. Absolument pas, ai-je dit. Je ne vends pas ma maison, et je ne la transformerai certainement pas en espace de vie partagé avec 5 personnes supplémentaires. Tu vois? Franck a explosé, se tournant vers mes parents. Je t'avais dit qu'elle serait égoïste à ce sujet. Elle a toujours été la plus égoïste. Franck. Olivia a sifflé, mais le mal était fait. Qu'est-ce que tu veux dire, toujours la plus égoïste, ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. Qu'est-ce que vous avez tous dit de moi? Personne ne me regardait. Puis ma mère a soupiré lourdement. Pam, tu dois comprendre. La famille est de la famille. Olivia a toujours compris qu'elle et Franck feraient n'importe quoi pour nous, pour toute la famille. Toi. Toi tu as toujours été plus indépendante, plus concentrée sur toi-même. Plus concentrée sur moi-même, j'ai répété. Tu veux dire parce que je suis allé à l'université au lieu de me marier à 20 ans? Parce que j'ai construit une carrière, au lieu d'avoir des enfants tout de suite, parce que j'ai économisé pour ma propre maison. Au lieu de vous demander de m'en acheter une. Ce n'est pas juste, a protesté Olivia. Nous ne leur demandons pas d'acheter une maison pour nous, juste d'aider avec la compte. Comme ils ont aidé pour ta première maison, j'ai demandé. Celle que tu as perdue à la saisie parce que Franck a insisté pour rénover avec de l'argent que vous n'aviez pas, ou la deuxième que tu as dû vendre à perte quand tu as décidé que le quartier n'était plus assez bien. Ça suffit, a dit mon père sèchement. Nous ne sommes pas venus ici pour déterrer le passé. Non, vous êtes venus pour prendre ma maison, ai-je dit. Et je pense que nous arrivons enfin à la vérité sur le pourquoi. Je me suis dirigé vers le meuble encastré dans la salle à manger et j'ai sorti un dossier de documents que j'avais compilé la nuit précédente, après mon appel à tante Jane. Cette maison appartenait à grand-mère et grand-père Anderson, ai-je dit, en exposant des photocopies d'anciens actes et registres fiscaux. Ils vous l'ont laissé, à toi et à oncle David, maman, avec l'accord qu'elle resterait dans la famille,
mais vous l'avez vendue pour aider Olivia à acheter sa première maison. Ma mère a pâli. Comment as-tu découvert ça? Tante Jane me l'a dit. Elle m'a aussi dit à quel point grand-père aurait été déçu. Cette maison devait rester dans la famille pendant des générations. Nous avions besoin de l'argent, a dit ma mère défensivement. Olivia et Frank commençaient leur famille. Ils avaient besoin d'aide. Et maintenant, par pure coïncidence, j'ai racheté la maison familiale avec mon propre argent. Et au lieu d'être heureux qu'elle soit de retour dans la famille, vous voulez me la prendre et la donner à Olivia à nouveau. Personne n'a parlé pendant un long moment. Puis Frank s'est levé brusquement. C'est n'importe quoi, a-t-il dit. Nous avons besoin de cette maison. Nous avons des enfants, bon sang. Frank, assieds-toi, a ordonné mon père. Nous essayons de gérer ça civilement. Mais Frank était lancé maintenant. Non, j'en ai marre d'être civil. Pam a toujours eu un traitement spécial parce qu'elle est la plus intelligente, la plus prospère. Pendant ce temps, nous avons trimé comme des bêtes pour subvenir aux besoins de notre famille. Et maintenant, nous sommes sur le point d'être sans abri parce qu'elle veut jouer à la maison. Traitement spécial. J'ai failli m'étouffer avec les mots. Tu te moques de moi? Olivia a toujours été la préférée. Toujours. Maman et papa t'ont aussi sorti de tous les désastres financiers que tu as créés, tandis que moi, j'ai dû travailler pour tout ce que j'ai. Oh, pauvre Pam, s'est moquée Olivia. Avec ton emploi à 6 chiffres et ton diplôme chic. Certaines d'entre nous ont choisi la famille plutôt que la carrière, tu sais. Et c'était ton choix, ai-je crié, perdant enfin mon sang-froid. Tout comme cette maison est la mienne, mon choix. La dispute s'est intensifiée, des années de ressentiment et de dynamique familiale remontant à la surface. Il est apparu que mes parents avaient déjà commencé à prendre les mesures des pièces et à planifier l'emplacement des meubles avant même de me parler. Olivia a admis qu'elle passait régulièrement devant la maison depuis que je l'avais achetée, essayant d'apercevoir à l'intérieur. Frank a révélé qu'ils avaient déjà donné leur préavis dans leur location, confiant qu'ils emménageraient bientôt dans la maison familiale. Le coup de grâce est venu lorsque ma mère a dit d'une voix pleine de déception, « Je n'aurais jamais pensé que tu mettrais une maison au-dessus de ta propre famille, Pam. » Que dirait grand-mère si elle savait que tu gardais sa maison pour ses arrière-petits-enfants? Quelque chose s'est brisé en moi. Grand-mère dirait que j'ai travaillé dur et que j'ai gagné cette maison toute seule, sans rien prendre à personne d'autre. Elle serait fière que j'ai ramené la maison dans la famille par mes propres efforts, pas en manipulant et en culpabilisant les autres pour obtenir ce que je veux. Je me suis levé, tremblante de colère et de douleur. Je pense qu'il faut que vous partiez tous maintenant. C'est ma maison. Je l'ai achetée légalement. Je ne la vends pas et je ne la partage pas. Si vous voulez aider Olivia et Frank, aidez-les à trouver un autre endroit, tout comme j'ai trouvé celui-ci toute seule. Pam, sois raisonnable, a commencé mon père, mais je l'ai interrompu. Je suis raisonnable. Ce qui est déraisonnable, c'est d'essayer de revendiquer la propriété de quelque chose qui ne vous appartient pas. Ce qui est déraisonnable, c'est de copier des clés et d'apporter un serrurier chez quelqu'un d'autre. Ce qui est déraisonnable, c'est de dire à vos enfants qu'ils emménagent dans une maison qui ne vous appartient pas. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée et l'ai tenue ouverte. S'il vous plaît, partez maintenant. Un par un, ils sont sortis, ma mère pleurant doucement, mon père au visage sévère, Olivia lançant des regards noirs, et Frank marmonnant sous sa respiration alors qu'il rassemblait les enfants du jardin. J'ai entendu Emma demander, « Alors, nous n'emménageons pas chez tante Pam ?» La question innocente et la prise de conscience de jusqu'où ma famille était allée dans sa présomption furent la dernière blessure d'une soirée remplie de blessures. J'ai fermé la porte derrière eux, activé toutes les serrures et me suis glissé au sol, me permettant enfin de pleurer. Le lendemain matin, j'ai appelé malade au travail pour la première fois depuis des années. Ma tête me lançait à force de pleurer, et je me sentais vidé émotionnellement par la confrontation. Mais sous la douleur et l'épuisement, une nouvelle détermination prenait racine. C'était ma maison, et je devais la protéger. Mon premier appel fut à un avocat. Maya m'avait recommandé Rachel Goldstein, qui était spécialisée en droit immobilier et en droit de la famille. Rachel a accepté de me voir cet après-midi-là. D'après ce que vous m'avez dit, votre position est très claire, a dit Rachel après avoir entendu mon histoire. Vous êtes le propriétaire légal de la propriété. Votre famille n'a aucune revendication sur celle-ci, quelle que soit son histoire ou leurs attentes.
Pourrait-il tenter une réclamation légale en se basant sur le fait qu'il s'agissait autrefois d'une propriété familiale, ai-je demandé. Le titre de propriété est propre. Votre mère et votre oncle ont vendu la propriété légalement il y a des années. Le fait que vous l'ayez achetée par la suite ne crée aucun droit de retour pour les autres membres de la famille. Rachel a recommandé de documenter toutes les interactions avec ma famille concernant la maison, de changer toutes les serrures et codes de sécurité, et d'envoyer une lettre de mise en demeure formelle s'il continuait à me faire pression ou à tenter d'entrer dans la propriété sans permission. Qu'en est-il de l'agent immobilier, ai-je demandé. Elle a donné des copies de mes clés de maison à mes parents à mon insu ou sans mon consentement. C'est une grave violation éthique, a confirmé Rachel. Vous devriez la signaler à la commission immobilière de l'État et à l'association des agents immobiliers locales. Vous pourriez également avoir des motifs de plainte civile si vous choisissez de la poursuivre. Armé de conseils juridiques et de réassurances, j'ai quitté le bureau de Rachel en me sentant plus confiante. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté dans un magasin de bricolage pour acheter des mesures de sécurité supplémentaires, une sonnette vidéo, des capteurs de fenêtres et des éclairages puissants activés par le mouvement pour la cour. J'ai passé la soirée à installer les nouveaux appareils de sécurité, et à changer tous mes mots de passe, y compris le réseau Wi-Fi et le système de sécurité. Pendant que je travaillais, mon téléphone bourdonnait constamment de messages de membres de la famille. Mes parents ont envoyé un SMS de groupe disant qu'ils étaient déçus de mon comportement. Olivia a envoyé une photo de ses enfants l'air tristes avec la légende « Merci d'avoir fait pleurer ta nièce et tes neveux ». Même des parents dont je parlais rarement ont commencé à me contacter, ayant clairement entendu une version unilatérale des événements. Tante Carole, ta mère est le cœur brisé. Comment as-tu pu être si cruel envers ta propre sœur? Cousin bête, la famille doit passer avant tout. Honte à toi d'être si égoïste. Oncle David, ton grand-père serait tellement déçu de la façon dont tu traites ta sœur. Le dernier commentaire m'a piqué, venant particulièrement de l'oncle qui avait accepté de vendre la maison familiale en premier lieu. J'ai bloqué tout le monde temporairement, ayant besoin d'espace pour penser clairement sans les culpabilisations et les manipulations. Maya est venue le soir même avec des plats à emporter et du vin. Je lui ai montré les améliorations de sécurité et les conseils de Rachel. Tu fais la bonne chose, m'a-t-elle assuré. Leur comportement est complètement inapproprié. Ils essaient de saper tes limites parce que cela a toujours fonctionné auparavant. Je n'arrive tout simplement pas à croire qu'ils s'attendaient à ce que j'abandonne ma maison, ai-je dit, traitant encore de l'audace de leur demande. Parce qu'ils sont habitués à ce que tu cèdes, a souligné Maya. Pensée Y. Tu as abandonné ton école de rêve parce qu'ils voulaient que tu sois plus près de chez toi. Tu as rompu des relations qu'ils n'approuvaient pas. Tu as refusé des opportunités de carrière pour répondre à leurs attentes. Elle avait raison. Et la prise de conscience était à la fois douloureuse et libératrice. Ce schéma avait défini la dynamique de notre famille pendant toute ma vie d'adulte. Mais je ne l'avais jamais vu aussi clairement auparavant. Le lendemain, je suis retourné au travail, me plongeant dans des projets de codage pour me distraire du drame familial. Pendant le déjeuner, j'ai recherché les registres de propriété en ligne, curieuse de connaître l'histoire complète de ma maison. Ce que j'ai trouvé était éclairant. La maison avait en effet appartenu à mes grands-parents de 1948 à 1965, date à laquelle ils ont déménagé en banlieue, mais l'ont conservée comme bien locatif. Après la mort de mon grand-père, elle est passée à ma mère et à mon oncle en 1988. Ils l'ont vendue en 2003 en utilisant le produit pour aider Olivia et Franck à acheter leur première maison dans une banlieue chic. Cette maison avait été saisie en 2008 après que Franck ait perdu son emploi lors de la crise financière et qu'ils aient pris du retard sur leur paiement. Mes parents les ont ensuite aidés à acheter une deuxième maison plus petite en 2010 qu'ils ont vendue à perte en 2015 lorsque Franck a décidé de créer sa propre entreprise dans une autre partie de la ville. Depuis lors, ils louaient, mes parents subventionnant leur loyer chaque fois que le revenu de Franck fluctuait. Le schéma était clair. Ma sœur et mon beau-frère avaient reçu une aide financière à plusieurs reprises, tandis que j'avais travaillé et économisé par moi-même. Et maintenant que j'avais accompli quelque chose de manière indépendante, ils se sentaient en droit de le revendiquer. Fortifié par cette perspective, j'ai rédigé un courriel clair à toute ma famille. Je tiens à clarifier certaines choses concernant la situation actuelle avec ma maison. J'ai acheté cette propriété légalement avec mon propre argent, sans connaître son lien avec notre histoire familiale. Je comprends qu'Olivia et Franck sont dans une situation difficile, mais cela ne leur donne pas le droit de revendiquer ma maison. Je suis disposé à aider autrement.
Je peux les aider dans leur recherche de logement ou même offrir un prêt pour leur dépôt de garantie. Ce que je ne peux pas et ne ferai pas, c'est abandonner ma maison. Je vous demande de respecter mes limites. Ne venez pas chez moi sans y être invité. Ne me contactez pas avec des culpabilisations ou des accusations. Et veuillez comprendre que cette décision est définitive. J'ai terminé l'email avec des liens vers plusieurs annonces de location dans de bons districts scolaires qui étaient dans leur budget, montrant que j'étais disposé à les soutenir de manière appropriée. Les réponses ont varié. Mes parents n'ont pas répondu du tout. Olivia a envoyé un bref merci, mais sans grâce. Certains membres de la famille élargie se sont excusés de s'impliquer sans connaître toute l'histoire. D'autres ont redoublé de critiques. Malgré tout, je suis resté ferme. J'ai installé le système de sécurité qu'Ethan avait recommandé, comprenant des caméras couvrant toutes les entrées. J'ai signalé Julia à la commission immobilière pour violation éthique de remise de mes clés sans permission. J'ai tenu des registres détaillés de chaque interaction, comme Rachel l'avait conseillé. Une semaine après la confrontation, mon père s'est présenté seul à ma porte. Le système de sécurité m'a alerté de sa présence, et j'ai regardé sur l'application comment il se tenait sur mon porche, regardant directement la caméra. « Pam, je sais que tu peux me voir », a-t-il dit. « Je veux juste parler. » Aucune pression, aucune exigence, juste parler. J'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas invité à entrer. « Nous pouvons parler sur le porche. » Il a hoché la tête, acceptant cette limite. Nous nous sommes assis sur le fauteuil à bascule du porche, un silence gêné entre nous. « Ta mère et moi avons réfléchi », a-t-il dit finalement. Nous avons peut-être réagi de manière excessive concernant la situation de la maison. J'ai attendu, sans le faciliter. Ce fut un choc de te voir acheter cet endroit à l'improviste. Cela a fait ressurgir beaucoup de sentiments compliqués à propos de tes grands-parents, sur les promesses que nous avons faites, mais cela n'excuse pas la façon dont nous avons géré la situation. Non, ça n'excuse pas, j'ai convenu. Nous essayons d'aider Olivia et Frank à trouver un autre endroit, quelque chose de plus durable pour leur situation, et nous encourageons Frank à chercher un emploi stable plutôt que le travail basé sur commission qu'il faisait. J'ai hoché la tête, prudemment optimiste quant à ce changement d'approche. Je ne peux pas parler pour ta mère ou ta sœur pour le moment, a-t-il poursuivi. Elles sont encore en train de traiter. Mais je voulais que tu saches que je respecte que ce soit ta maison. Tu l'as mérité et je suis fier de toi pour cela, même si je ne l'ai pas montré. Ce n'étaient pas des excuses complètes, mais c'était un début. Alors qu'il se levait pour partir, il m'a tendu un petit paquet. J'ai trouvé ça dans le grenier. Je pensais que tu aimerais la voir. À l'intérieur se trouvait une photographie en noir et blanc de mes grands-parents devant ma maison, le jour de leur déménagement en 1948. Ils semblaient jeunes et pleins d'espoir, tout comme je m'étais senti le jour où j'ai reçu mes clés. Merci, j'ai dit, sincèrement touché par le geste. Alors qu'il marchait vers sa voiture, je l'ai appelé. Papa, j'ai bien pensé ce que j'ai dit dans mon email. Je suis heureuse de les aider à trouver un nouvel endroit, juste pas celui-ci. Il a hoché la tête. Je sais, et c'est plus que juste. C'était un petit pas vers la guérison, mais un pas important. Pour la première fois, quelqu'un de ma famille avait reconnu mon droit à mon propre espace, à mes propres limites. Cela ressemblait à une victoire, durement gagnée, mais qui valait la peine de se battre. Les semaines qui ont suivi la confrontation avec ma famille furent parmi les plus difficiles de ma vie d'adulte. Le silence de ma mère et d'Olivia était assourdissant, ponctué seulement par des messages occasionnels sur les obligations familiales ou des commentaires pointus sur leur recherche de logement en cours. Frank avait apparemment suivi les conseils de mon père et trouvé un emploi stable dans une compagnie d'assurance, un travail moins rémunéré que son travail à commission, mais offrant une stabilité dont ils avaient désespérément besoin. Par le biais d'amis communs, j'ai appris qu'ils avaient trouvé un appartement de 3 chambres dans un quartier correct, pas aussi spacieux que ma maison, mais confortable et dans leur budget. Mon offre d'aide pour le dépôt de garantie est restée sans réponse, leur fierté toujours blessée par la confrontation. Pendant ce temps, je me suis lancé dans la transformation de ma maison en quelque chose de vraiment mien. J'ai planté un potager dans le jardin, peint les armoires de cuisine d'un bleu joyeux et déballé enfin les dernières de mes boîtes. Chaque amélioration semblait être une déclaration. C'est ma maison, mon sanctuaire, mon accomplissement. Eleanor est devenue une visiteuse régulière, apportant du pain fait maison et des potins de quartier. Elle ne parlait jamais de la situation familiale, mais offrait un soutien discret à sa manière.
Maya et mes autres amis se sont ralliés autour de moi, organisant des soirées jeux chez moi et m'aidant dans les projets de maison. Sur le plan personnel, j'ai utilisé ce temps pour réfléchir au schéma qui avait défini mes relations familiales pendant si longtemps. J'ai commencé à voir un thérapeute, Dr Melissa Chen, qui était spécialisée dans les dynamiques familiales et l'établissement de limites. Nos séances hebdomadaires m'ont aidé à comprendre que me défendre n'était pas égoïste, mais nécessaire pour mon bien-être. La culpabilité que tu ressens est programmée, a expliqué le Dr Chen lors d'une séance. Ta famille t'a entraîné à privilégier leurs besoins avant les tiens. Rompre ce schéma semble mal parce que cela contredit tout ce qu'ils t'ont appris sur ton rôle dans le système familial. Lentement, j'ai commencé à reconnaître et à défier la voix intérieure qui remettait en question mon droit à privilégier mes propres besoins. J'ai pratiqué le fait de refuser les demandes qui ne me servaient pas, en commençant par de petites choses au travail et en appliquant progressivement les mêmes limites aux interactions familiales. 3 mois après la confrontation, ma mère a appelé. Notre conversation était tendue. Naviguant prudemment autour de l'éléphant dans la pièce. Elle a parlé d'un mariage de cousins, d'un nouveau restaurant dans leur quartier, du début du football pour la plus âgée d'Olivia. J'ai partagé des nouvelles de mon travail et de mon jardin, en gardant les choses légères. Alors que nous étions sur le point de raccrocher, elle m'a surprise. Les hortensias bleues que tu as plantées dans le jardin avant ont l'air magnifiques. J'ai conduit par là la semaine dernière. C'était le plus près qu'elle soit venue de reconnaître ma maison comme étant la mienne. Merci, ai-je dit. Grand-mère avait des hortensias bleues à la vieille maison, d'après les photos. J'ai pensé que ce serait un joli lien. Elle aimerait ça, a dit ma mère doucement. Puis, après une pause, peut-être que je pourrais venir voir le jardin un jour, juste pour rendre visite, pas pour. J'aimerais ça, ai-je répondu, sentant un pont fragile commencer à se former. Une semaine plus tard, elle est venue prendre le thé. Nous nous sommes assises dans le jardin, parlant de sujets neutres, reconstruisant soigneusement une relation qui avait été endommagée mais pas détruite. Elle a apporté une boîte de vieilles photos de famille, dont plusieurs de mes grands-parents dans la maison durant leurs années là-bas. Ton grand-père a construit ses parterres de jardin, a-t-elle dit, en pointant les bacs en bois surélevés où poussaient mes légumes. Il aimait jardiner. Tu tiens ça de lui, je pense. C'était la première fois qu'elle me reliait à mon grand-père de cette manière, reconnaissant un trait partagé plutôt que de me comparer défavorablement à Olivia. Cela ressemblait à un changement petit mais significatif. Au cours des mois suivants, ces visites sont devenues régulières, bien que mon père l'ait rarement accompagnée. Olivia est restée distante, nourrissant toujours sa déception. Mais à Noël, 6 mois après la confrontation, elle a envoyé une carte avec une photo de sa famille devant leur nouvel appartement, les enfants souriant largement. Le message à l'intérieur était simple. Joyeuse fête de notre maison à la vôtre. C'était un rameau d'olivier, petit mais significatif. Je l'ai appelé ce soir-là, et bien que notre conversation ait été brève et un peu maladroite, c'était un début. Le véritable test est venu en avril, 1 an après mon emménagement dans la maison. J'ai décidé d'organiser une petite réunion, invitant mes amis et, après mûre réflexion, ma famille. Maya m'a aidé à me préparer à la fois sur le plan pratique avec la nourriture et la décoration, et sur le plan émotionnel pour tout ce qui pourrait se passer. Rappelle-toi, c'est ta maison, m'a-t-elle rappelé pendant que nous installions. Tu les invites selon tes conditions. C'est toi qui fixes les limites. À ma surprise, ils sont tous venus. Mes parents, Olivia et Franck, même les enfants. L'atmosphère était tendue au début, mais au fur et à mesure que la soirée progressait, elle s'est progressivement réchauffée. Les enfants ont exploré le jardin, se réjouissant du cabane dans l'arbre que j'avais construite avec l'aide d'Ethan. Mon père a admiré les améliorations que j'avais apportées aux éléments d'origine de la maison. Olivia a commenté mes choix de décoration avec une appréciation sincère plutôt que de l'envie. Après le dîner, alors que nous étions assis dans le salon avec du café et du dessert, ma mère a levé son verre. J'aimerais porter un toast, a-t-elle dit, la voix légèrement tremblante. À Pam pour avoir ramené cette maison dans notre famille et pour en avoir fait une si belle demeure. La simple reconnaissance m'a fait venir les larmes aux yeux. Ce n'étaient pas des excuses complètes pour tout ce qui s'était passé, mais c'était une acceptation de ma place dans cette maison, de mon droit à cet espace. Plus tard, alors que les invités partaient, Olivia m'a attiré de côté. Les enfants adoreraient venir visiter plus souvent, si cela te convient. Ils aiment vraiment la cabane dans l'arbre. J'aimerais ça, ai-je dit sincèrement.
Ils sont les bienvenus n'importe quand. Avec préavis, ai-je ajouté avec un petit sourire, comprenant la douce limite. Bien sûr, en fermant la porte derrière le dernier invité, j'ai ressenti un profond sentiment de paix s'installer en moi. Cette maison, qui était devenue le centre de tant de drames familiaux, était également devenue le lieu où de nouvelles relations plus saines commençaient à se former. En tenant fermement à mon droit à mon propre espace, j'avais paradoxalement créé de la place pour de meilleures relations avec ma famille. Le voyage avait été douloureux mais nécessaire. J'avais appris que le véritable soutien familial signifie respecter l'indépendance et les choix des autres, pas seulement faire des demandes au nom de l'obligation familiale. J'avais découvert ma propre force et l'importance d'établir des limites claires. Plus important encore, j'avais appris qu'il est possible d'aimer profondément sa famille tout en s'aimant et en se privilégiant soi-même. 1 an après avoir acheté ma maison, je me sentais enfin vraiment chez moi. Pas seulement entre ces murs, mais en moi-même. La maison qui avait appartenu à mes grands-parents était revenue dans la famille, mais à de nouvelles conditions. Des conditions qui honoraient à la fois son histoire et son avenir. Avez-vous déjà dû vous défendre contre la pression familiale pour protéger quelque chose d'important pour vous? J'adorerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si cela vous a touché, veuillez aimer, vous abonner.